C'est une séquence qui entrera sans doute dans les annales de l'histoire de la télévision. Jean Lassalle, candidat indépendant à l'élection présidentielle, que BFM TV est obligé d'inviter en raison des règles en termes d'égalité des temps de parole, décide de mettre mal à l'aise la journaliste Apolline de Malherbe. Il s'en prend notamment aux propriétaires de la chaîne, aux intérêts qu'il défend et aux liens qu'il entretient, comme d'autres oligarques avec le président sortant. Macron va certainement la gagner, compte tenu de tous les appuis qu'il a, il ne peut pas perdre. C'est quoi les appuis qu'il a? Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a Patrick Drahi, que vous connaissez bien, qui est le patron de cette chaîne, oui. Comment vous pouvez RMC, l'Express, Libération. Il a Bernard Arnault, le Parisien, Les Échos, Xavier Niel. Patrick Drahi, d'ailleurs, qui est une entreprise luxembourgeoise. Jean Lassalle. À Guernesey. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron est le candidat des médias, c'est ça que vous dites ce matin, Jean Lassalle? Il a été élu, pas par les médias, parce que je suis assez grand, vous ne croyez et que pas vous avez fait une sociologie, un master de sociologie politique. Je vois que vous avez beaucoup étudié mon CV. Et que vous êtes une littéraire de haut rang. Non mais Jean Lassalle, on ne s'intéresse pas à moi là ce matin, mais on s'intéresse à vous. Mais moi je m'intéresse aussi un peu à vous, madame, parce que j'ai envie de vous poser la question. Ça me touche beaucoup. Est-ce que ça vous gêne, quelque part, de poser des questions aussi essentielles et vous, de ne vous en poser aucune, alors que vous étiez avec Chevènement en 2002? Mais vous n'imaginez pas une seule seconde que je ne m'en pose pas, je m'en pose tous les matins. Et je vais même vous dire une chose, c'est que tous les matins, avant d'arriver devant vous, j'ai depuis 2h30 discuté avec tous les auditeurs d'RMC qui d'eux-mêmes viennent porter devant vous et devant nous tous toutes les questions que se posent les Français aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas me faire franchement cette injure. Jean Lassalle, je voudrais qu'on puisse poursuivre. Donc Xavier Niel est le patron du Monde. Il y a cette question très importante ce matin. Vous pouvez refuser de répondre et ensuite dire que c'est la faute des autres. Mais ce matin, vous avez la parole et vous pourriez l'utiliser. Zemmour. Vous voyez l'équilibre, comment ça se fait? Alors Jean Lassalle, sur le pouvoir d'achat, c'est aujourd'hui. Vos amis qui ont parlé avec vous ce matin sachent tous ces détails. Vous comprenez? Jean Lassalle n'est plus un troll, c'est le roi des trolls. Après avoir mis en lumière la contradiction structurelle dans laquelle se débattent les journalistes qui travaillent pour les milliardaires, des milliardaires ayant, quoi qu'on dise, leur agenda et leurs intérêts à défendre, il accuse la profession. Cette campagne est pourrie. Pour une fois, pas parler politique, parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse, et j'en fais partie, parce qu'il y a longtemps que je suis en politique, mais on ne savait pas que les journalistes l'étaient autant lâches. Et qu'ils sont capables, d'une lâcheté. On est lâche aujourd'hui. Je vous pose des questions, vous n'y répondez pas. Écoutez, et c'est moi qui suis lâche? Oui, pas vous toute seule. Ces dernières semaines, la corporation journalistique a-t-elle été lâche? La réponse est oui. Et Jean Lassalle a été une victime de sa lâcheté. Les journalistes ont accepté de couvrir la campagne électorale aux conditions exclusives dans des candidats Emmanuel Macron. Prenons l'exemple de BFM. La chaîne contrôlée par Patrick Drahi avait prévu d'organiser un débat entre tous les candidats au premier tour le 23 mars, comme cela s'est fait en 2017. Refus d'Emmanuel Macron, qui était pourtant bien content de profiter de ce dispositif il y a 5 ans. Il aurait été possible, bien entendu, d'organiser quand même un débat sans Macron et sans Le Pen, elle aussi non désireuse de se confronter à la concurrence. BFM a invoqué les règles strictes de temps de parole pour justifier l'annulation de la joute. Mais un temps de parole, ça peut se rattraper. L'exemple le plus caricatural de soumission aux desiderata du pouvoir nous a été donné par TF1. La chaîne du groupe Bouygues, qui a organisé une émission compliquée, sans débat, comme le souhaitait Macron, autour de la thématique de la guerre en Ukraine, parce que ça donnait l'avantage au président sortant. Et comme le voulait le chef de l'État, TF1 a exclu un certain nombre de candidats ayant pourtant obtenu leurs 500 signatures. Parmi ces candidats, Jean Lassalle, on comprend qu'il est mauvaise. Au-delà de la soumission aux caprices du chef, les journalistes politiques et les éditorialistes en vue ont caressé comme jamais le pouvoir dans le sens du poil. La conclusion du site spécialisé Arrêt sur Image, les médias ont déjà réélu Macron. Ils ont inventé le mandat de 10 ans. Philippe David, elle est finie cette campagne? La guerre en Ukraine est du pain béni, et donc la campagne est terminée avant même d'avoir commencé. Vous dites qu'ils savent que c'est plié? Mais ils voient très bien que c'est plié. Comment voulez-vous que d'ici, on est à moins de 30 jours de l'élection présidentielle? Alors je veux bien qu'on me parle, on dit ça c'est jamais joué au dernier moment. Bien sûr que c'est jamais joué, mais ça c'est vrai quand on est au mois de janvier.
Une petite phrase que m'a confiée un conseiller du gouvernement cette semaine, il y a 2 jours, en parlant de l'élection, il me disait « On le sait, il va être réélu, Emmanuel Macron ». Franchement, depuis un moment, je me demande même pourquoi ils essayent encore. Parce que de toutes les façons, le jeu, il est plié d'avance. Emmanuel Macron, il y a quand même une prime au sortant légitime quand il y a une guerre à quelques encablures de chez nous et forcément les Français le ressentent avec de l'angoisse. Enfin bon, là, je crois qu'on peut dire que le président Macron sera réélu puisque en temps de guerre, on ne change pas de chef. Bien. Les sondages, pour le moment, le donnent Mais moi, très... les sondages m'intéressent assez peu. J'ai du bon sens. Et je rapporte ce qu'ont dit mes interlocutrices et mes interlocuteurs. Tout le monde a peur. Quand on a peur, on ne change pas de chef. Après, je pense que le gros changement, c'est tout simplement qu'il a fait ses gammes. Et qu'aujourd'hui, il se présente comme le seul, effectivement, qui a éprouvé l'Élysée, qui a éprouvé les périodes de crise, le pouvoir, et qui donc pourra stabiliser le pays sur les 5 ans qui viennent. Tous les sondages semblent dire qu'Emmanuel Macron est le favori pour être réélu président de la République. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir s'il aura une majorité aux législatives. Le seul suspense, c'est le qualifier pour la 2e place. Dans la logique de protection du candidat Macron, une sorte de muraille de sécurité a été construite, une sorte de consensus tacite s'est imposé pour le protéger des affaires. De l'affaire des ventes d'armes à la Russie, dossier au sujet duquel il n'a jamais sérieusement été interrogé par personne après la sortie de l'affaire par le média Disclose. De l'affaire McKinsey, du McKinsey Gate, pourtant parti d'un rapport officiel du Sénat, mais qui s'est frayé un chemin dans les dédales de l'actualité, surtout grâce aux réseaux sociaux et aux médias indépendants. L'hebdomadaire L'Express le reconnaît volontiers. Au départ, il n'y avait que des bruissements sur les réseaux, des bruissements qui ont petit à petit gagné en écho dans les médias traditionnels. Et il a fallu le courage d'un intervieweur de France 3 pour que Macron daigne s'exprimer sur ce qui est pourtant bel et bien une affaire d'État. Un autre exemple de la soumission à Macron ou du désir de protection de Macron, c'est le fameux Rothschild Gate, c'est-à-dire cet énorme hashtag qui est monté suite à la diffusion d'un documentaire de nos camarades de Off Investigation sur les mystères autour du patrimoine d'Emmanuel Macron. Son redressement fiscal sur les années 2013 et 2014, ses millions gagnés chez Rothschild qui semblent évaporer en 2017, mais aussi son grand coup, le deal Pfizer-Nestlé, un deal à 9 milliards d'euros qui lui a rapporté beaucoup d'argent si l'on s'en tient aux pratiques du secteur de la banque d'affaires, un pactole qui semble lui aussi évaporer. Dans le documentaire de Off Investigation, une source anonyme proche de Rothschild évoque une hypothèse qui est tout sauf fantaisiste. Je connais bien le système des associés gérants chez Rothschild. Les associés gérants ont chacun une sorte de petite société, genre auto-entrepreneur. Bon, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt un trust, mis à Jersey ou à Guernesey ou à l'île de Man, puisque Rothschild est à cheval entre Paris et Londres. On leur verse à peu près 20% de leur rémunération sous forme d'une paye classique, avec une feuille de paye comme vous l'avez, comme moi j'ai, et puis on leur verse les 80% qui restent dans le trust. Le trust, il est anonyme. Il y a un avocat, une boîte à lettres à Jersey ou à l'île de Man. Un système d'optimisation fiscale qui aurait été rendu possible suite à des compromis acceptés par Bercy. À un moment, à Bercy, il y avait tout un papier pour dire comment Lazare et Rothschild avaient été négociés un statut fiscal particulier. C'est Pigasse qui s'en était chargé pour Lazare en tant qu'ex-membre du cabinet de Strauss-Kahn. Et il avait été négocié avec le service de la législation fiscale. Et Rothschild avait embrayé également, et il avait obtenu ce système-là. C'est quelque chose qui serait légal en fait de verser 80% des FIS à l'étranger ? Eh oui, voilà. Arguant du fait que Rothschild a 2 sièges qui sont à Londres, Londres et Paris. Donc, en tout cas, ça a été approuvé à ce moment-là par le fisc français. En 2005, le patron de la banque Lazare avait effectivement négocié avec Bercy un statut fiscal sur mesure pour ses associés gérants. Objectif : éviter les doubles impositions entre la France et les États-Unis. En 2007, Bercy confirmait dans un rescrit fiscal, une sorte de note à l'usage des contribuables repris dans un document de 2012, qu'il acceptait que certains honoraires des professions libérales basées entre Paris et Londres ne soient pas forcément fiscalisés en France.
Le documentaire de Off Investigation devient très vite viral sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Jean-Baptiste Rivoire n'est pas n'importe qui. C'est l'ancien monsieur Enquête de Canal+, un journaliste chevronné, souffre-douleur de Vincent Bolloré pendant de longues années. Mais bizarrement, le petit monde des médias fait le blackout sur ce documentaire, comme il l'a fait sur le documentaire précédent, tout aussi troublant, signé Jean-Baptiste Rivoire et Yanis Mamdi. Un documentaire sur les liens troubles entre Macron et les oligarques algériens. Quand France Inter publie sur son site internet un article sur le documentaire de Off Investigation, c'est pour dénigrer une enquête qualifiée d'auto-désignée et pour relayer les éléments de langage de la Macronie décrivant le fondateur de Off Investigation en opposant politique. Puis le cœur des médias reprend, une dépêche AFP qui relaie le démenti de la banque d'affaires Rothschild & Co. Rappelons que l'AFP n'avait pas daigné relayer l'information de départ. Le système médiatique valide ainsi une tactique de guerre mise en place par les communicants des politiques et des grands patrons. Comment ça se passe? Un média enquête sur un sujet qui vous concerne. Il vous contacte. Vous ne lui répondez pas. Finalement, son sujet sort. C'est à ce moment que vous répondez à d'autres. Ce qui vous laisse libre de répondre à côté, de jouer avec les mots, sans prendre le risque d'être recadré par un interlocuteur qui a bossé le sujet. Une partie des journalistes se déshonorent en choisissant d'enquêter sur les enquêteurs, de jeter le doute sur le travail de leurs confrères, au lieu de pousser les dirigeants politiques et économiques à s'expliquer sérieusement quand ils sont mis en cause. C'est ainsi que le gouffre s'élargit entre les journalistes et les publics, et leur public. Un public dont nos confrères du service public, justement, auront bien besoin si Emmanuel Macron est réélu et s'il supprime la redevance audiovisuelle comme il l'a déjà promis. Une manière de mieux assujettir la profession déguisée en geste au service du pouvoir d'achat.